Bonsoir et bienvenue. Porté sur les fonds baptismaux en 2013 dans le sillage du plan Sénégal émergent, il a lancé officiellement ses activités en 2014 avec pour objectif de servir de tremplin à la grande entreprise. Avec le FONGIP, il forme le tandem devant aider la petite et grande entreprise au Sénégal. Vous l'aurez compris donc, ce soir, le point parle du Fonds 6, c'est le Fonds souverain d'investissement stratégique avec comme invité Pape Demba Diallo, directeur général du Fonds 6. Bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, vous êtes directeur général du Fonds 6. On connaît le FONGIP, moins peut-être le Fonds 6. Le Sénégal, les acteurs connaissent, mais le Sénégal, de manière générale, quand on parle du Fonds 6, on ne connaît pas trop. Qu'est-ce qui explique un peu cette stratégie du silence depuis sa création en 2013-2014? Merci beaucoup, M. Faye, de nous recevoir. Je voudrais saluer l'ensemble des téléspectateurs et des Sénégalais qui nous regardent actuellement donc, chez eux. Et je leur souhaite une Ramadan Moubarak et une bonne fin de carême pour nos compatriotes chrétiens. Merci. La stratégie du Fonds 6 en termes de communication, ce n'était pas une stratégie de silence. Mais l'investissement, c'est un métier de longue haleine, donc, où les cycles sont très longs. Et donc, communiquer sur l'investissement en capital est très compliqué. Et en général, la matière est complexe. Et donc, souvent, nous attendons qu'il y ait des réalisations qui peuvent être plus connues que le Fonds 6, qui est un investisseur. Et par rapport au FONGIP, nous intervenons dans le domaine donc, de l'investissement, mais le FONGIP a une cible qui est beaucoup plus large. Et donc, c'est comme dans tout métier, lorsqu'on est dans un secteur B2B très restreint, en fait, on a tendance à être moins connu du grand public. Par contre, nos réalisations peuvent être plus connues que le Fonds 6. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les projets sont arrivés à maturité. Voici venu pour vous le temps de parler de ce qui a été fait. Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, nous prenons la parole. Lorsque nous avons des poses de première pierre, notamment des démarrages de construction, lorsque nous avons des inaugurations, nous avons eu plusieurs prises de parole. Lorsqu'on inaugurait l'usine de soluté massif par Anterus, lorsqu'on inaugurait les 4 centrales solaires donc, que nous avons mis en place au Sénégal, l'inauguration de Polymède, le démarrage de l'inauguration aussi de Biosoy dans le Nord, donc de CECAS, de petites entreprises, la mise en place de Teranga, qui est un fonds d'investissement dans lequel nous avons investi. Donc nous avons eu plusieurs prises de parole, mais ce sont des prises de parole qui sont très particulières, qui sont très distantes, et donc forcément, donc, ça ne reste pas dans l'esprit des gens. Mais aujourd'hui... Celle-là va permettre de capitaliser tout cela? Voilà, nous avons 8 ans. Oui. 8 ans, lorsqu'on regarde la répartition de la vie de l'homme de Amadou Hampâté-Bâ, donc c'est le premier tiers, la fin du premier tiers du premier tiers. Et donc on sort de l'enfance et on va vers la communauté. Le PSE, c'est 2035. Hein, c'est 2035, mais d'ici, en fait, c'est cette première année, nous avons réalisé beaucoup de choses et nous avons assis notre crédibilité. Parce que lorsqu'on commence à travailler comme fonds souverain, il y a un aspect qui est très important, c'est d'asseoir sa crédibilité et ensuite de pouvoir asseoir une crédibilité d'investisseur. Et cette crédibilité, elle est importante pour pouvoir attirer des partenaires nationaux, mais aussi des partenaires internationaux dans des projets structurants pour le PSE. Ce que nous avons déjà commencé à faire. Et donc, nous avons, tout à l'heure, j'ai cité le cas de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Donc, nous avons, entre 2014 et 2020, investi dans 4 centrales solaires. Et nous avons aidé à modifier donc, la réglementation pour faciliter l'investissement dans les centrales solaires. C'est le premier fonds souverain en Afrique de l'Ouest. À quoi servent très souvent les fonds souverains? Les fonds souverains ont plusieurs rôles qu'on peut résumer en trois globalement. Ce sont des fonds qui appartiennent à des États, donc ça c'est un aspect important, et qui obéissent en fait à des principes. L'un des principes les plus importants, c'est d'avoir une stratégie qui soit conforme à la stratégie de l'État auquel on appartient. Donc, un fonds souverain n'a pas une stratégie indépendante de la stratégie économique de l'État. Donc, ça, c'est un principe clé, ce qu'on appelle le principe de Santiago. Ensuite, les types de fonds souverains, nous avons les premiers fonds souverains qui sont les plus connus, ce sont les fonds d'épargne. Parce que souvent, on cite le fonds norvégien, on cite les fonds du Moyen-Orient. Donc, ce sont des fonds d'épargne qui, en fait, tirent leurs ressources de l'exploitation de certaines ressources naturelles et après les investissent pour les générations futures ou les investissent pour la transformation du pays. Ensuite, nous avons les fonds de stabilisation qui servent, en fait, qui investissent
et qui permettent au pays de se prémunir contre les variations négatives des prix des matières premières. De résilience. Voilà. Typiquement, nous avons au Nigeria, nos amis du Nigeria, donc le NSCA, qui est le Fonds souverain nigérian, a un fonds de stabilisation qu'il gère pour le Nigeria et qui permet au Nigeria de contrebalancer éventuellement les baisses des prix du pétrole. Et le troisième type de fonds souverains qui se développe de plus en plus, ce sont les fonds de développement, les fonds stratégiques. Donc ce sont des fonds qui sont là pour participer à la transformation des pays, qui sont là pour être le bras armé d'investissement des États, qui sont là pour accompagner le privé national et accompagner l'économie dans sa transformation. Et vous, vous êtes dans cette dernière catégorie? Exactement. Le Sénégal a fait quelque chose de particulier. Nous avons commencé l'activité de fonds de développement au niveau du fonds souverain. Et beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi? Mais en fait, c'était nécessaire. C'était absolument nécessaire pour accompagner le PSE et faire en sorte que l'État puisse intervenir auprès des privés, de commencer cet aspect fonds de développement. Et en le faisant aussi, ça nous permet, entre guillemets, de nous entraîner, d'acquérir de l'expérience, d'avoir des échecs qui sont des occasions d'apprendre, d'avoir des réussites qui sont des occasions de retenir les facteurs clés de succès. Et comme là, nous allons passer à notre deuxième étape, à la deuxième étape, donc au deuxième type de fonds, donc le fonds d'épargne où nous allons gérer le fonds intergénérationnel, nous aurons déjà acquis une certaine expérience. Et ça a été une excellente chose d'être passé par ce chemin. D'accord. Vous avez parlé du fonds intergénérationnel. Récemment, l'Assemblée nationale a adopté la loi relative à la répartition et la gestion des ressources issues de l'exploitation des recettes issues de l'exploitation des ressources, des hydrocarbures, des ressources pétrogazières de manière générale. Vous devez gérer le fonds intergénérationnel qui est prévu dans ces ressources-là. Comment est-ce que vous accueillez tout ça et quelle analyse vous faites déjà de la mise en place de ce fonds intergénérationnel et de ce que ça devrait être géré par le fonds 6? D'abord, c'est une excellente avancée et que le Sénégal, que cette loi ait été votée. Et surtout, c'est une innovation assez importante parce que comme le président de la République l'a précisé il y a quelques mois, donc les ressources du pétrole, les ressources des hydrocarbures de manière générale, les recettes issues de ces hydrocarbures sont destinées à des usages bien définis. Donc au moins 10% dans le fonds intergénérationnel, une partie dans le budget, mais vers des investissements bien ciblés. En ce qui concerne le fonds intergénérationnel, donc, son objectif, c'est de fructifier ces ressources que nous recevons pour les générations futures. Donc les investir de manière sûre, mais aussi les investir dans un cadre qui fasse que demain, en fait, nous laisserons au Sénégal, aux générations futures un Sénégal qui soit un Sénégal émergent ou post-émergent. Et aujourd'hui, quels sont les domaines d'intervention spécifiques du Fonds 6 dans cette perspective-là? Lorsqu'on regarde le fonds stratégique, donc le fonds stratégique, nous intervenons dans 5 macro-secteurs. Je mets le côté, pour le moment, le fonds intergénérationnel. Donc le fonds stratégique, nous avons 5 macro-secteurs. Le premier, c'est l'agro-business. La transformation, donc avec les agropoles notamment. Le fonds 6 intervient dans l'agropole sud. Nous avons créé la société de construction et d'exploitation de l'agropole sud. Nous avons la santé et la pharma comme macro-secteur, l'énergie et l'eau. Le financement de l'économie et les fonds. Et le dernier secteur, infrastructure et transport. Donc ce sont ces 5 macro-secteurs qui sont nos secteurs de concentration, mais qui ne sont pas les seuls. Et ce que nous faisons concrètement, nous développons des projets donc avec des partenaires. Je prends le cas de la centrale solaire, de la première centrale solaire que nous avons fait, où par Interus, nous l'avons développé avec des entrepreneurs sénégalais qui sont venus nous voir. Où nous pouvons aussi développer un projet tout seul et aller chercher des partenaires. C'est le cas de l'aquaculture, où nous sommes en train de développer un projet avec comme objet d'avoir une industrie de l'aliment de poisson pour développer ces secteurs. Après le développement de projets, de plus en plus, l'État nous donne la mission de détenir ses parts dans les entreprises dans le cadre des PPP. Un exemple, c'est Sen'Eau, où nous détenons les parts de l'État. Dans cette ère, l'exploitation de terre aussi, Fonds 6 détiendra les parts de l'État. Après cette détachement des parts de l'État, qui est une chose importante et qui permet en fait aux partenaires d'avoir en face une structure privée, entre guillemets, qui a le même langage qu'elle,
nous avons le portage des parts du privé. Oui, mais par rapport à ces parts de l'État que vous gardez en réalité dans les entreprises privées, jusqu'à quand vous les gardez et à quelle fin? C'est quoi le but ici? En fait, il n'y a pas d'horizon. C'est l'État qui nous demande de détenir ces parts pour son compte. Et donc, l'horizon, c'est l'horizon d'investissement de l'État. Et certaines entreprises qui sont dans le cadre de contrats PPP ont des contrats d'une durée donnée. Donc, à la fin de ce contrat, si l'entreprise est dissoute, donc, bon, la détention s'arrête. Donc, la détention de ces parts-là. Mais de manière générale, donc, nous avons vocation à maintenir ces parts parce que souvent, ce sont des entreprises stratégiques dans des domaines stratégiques. Et si l'État décide demain de céder ses parts à des privés? Là, nous sommes souvent dans le cadre de portage, où dès le départ, on définit que dans ce projet, dans cette entreprise-là, il y a une part qui est dévolue au privé. Je reprends le cas de Sen'Eau. Aujourd'hui, Fonsis détient 55% du capital, 24% sont des parts que nous détenons pour le compte de l'État, 11% pour les salariés que nous sommes en train de céder aux salariés actuellement. Le processus va bientôt se terminer, et 20% pour le privé national. Donc, ça a été déterminé dès le départ. Sur le BRT, les 30% que Fonsis détiendra dans la société d'exploitation, donc du BRT, ces 30% sont pour le privé. Donc, de manière générale, donc, voilà. En attendant qu'ils viennent les prendre, est-ce qu'ils sont venus? Non, pas encore. En fait, il y a une organisation gérée par les ministères sectoriels. Là, nous sommes dans le cadre du transport, un ministère avec lequel nous travaillons en très bonne entente, avec le ministère de l'eau pour ce qui est de Sen'Eau. Donc, il y a un protocole qui est géré par l'État pour organiser l'entrée du privé, en fait, dans le capital de ces entreprises-là. Nous sommes des porteurs, nous avons un mandat de portage, et notre rôle, c'est de porter, de faire en sorte que nous rendons ces actions quand on le demande. Voilà. Au privé, pour ne pas que ces actions-là rentrent entre les mains d'étrangers, c'est un peu ça l'objectif. C'est pour sécuriser le capital au Sénégal. En fait, l'objectif qui est poursuivi, c'est qu'un pays, pour se développer, a besoin en fait, de détenir au maximum le capital des structures économiques qui évoluent dans son territoire. Et pour ce faire, en fait, comme le chef d'État l'a fait, je pense, au niveau du port, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, en fait, il faut que nous puissions accompagner notre secteur privé. Accompagner le secteur privé, c'est aussi ne pas laisser les opportunités du secteur privé s'échapper. Donc nous, en tant que fonds souverain, nous pouvons détenir ces parts, les garder, en attendant que le secteur privé soit en capacité de prendre ces parts-là. Donc c'est vraiment dans la stratégie du développement socio-économique. Et pour le moment, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. La surface financière de notre secteur privé, de certaines entreprises? En fait, c'est un processus qui a démarré ces dernières années, donc essentiellement depuis 2019. Donc tout à l'heure, je parlais de crédibilité et de capacité à faire. Donc je ne dirais pas que l'État nous a testés, mais l'État nous a bien testés. Et donc l'État, maintenant, sait nous utiliser en fait, dans cette dynamique-là. Et en plus, avec le développement des PPP, notamment le PAP 2A, donc dans la stratégie d'exécution du PSE, le PAP 2A fait une part très grande au privé. Et donc, lorsqu'on dit faire une part très grande au privé, on parle de PPP. Donc c'est pour ça que ce mécanisme de portage des actions du privé, ce mécanisme-là s'est développé récemment et prendra une place extrêmement importante donc, dans le futur. Vous êtes dans le développement d'un certain nombre d'initiatives, dans le plan stratégique que vous dénommez 5-5, ces 5 mécanismes d'intervention et ces 5 domaines prioritaires. Il y a le domaine de la santé qui vous tient à cœur et dont l'usine Cipoa, devenue Médis, l'exemple le plus patent. Qu'est-ce qui vous a poussé un peu à vous lancer dans cette aventure? En fait, lorsqu'on parle de la santé, on parle aussi de l'éducation. Ce sont les 2 pieds d'une nation. Donc l'éducation, la formation et la santé. Et la santé, il y a beaucoup de besoins d'investissement. La santé et l'industrie pharmaceutique, donc c'est le secteur global. Et il y a les besoins en investissement sont importants et ce sont des besoins qui sont croissants. Je rappelle que la population sénégalaise croît d'à peu près 1/3 tous les 10 ans. Donc ça veut dire que nous avons besoin de développer les infrastructures de santé. Nous avons besoin de développer l'industrie pharmaceutique à l'effet aussi d'avoir cette souveraineté. Et dans le cadre de Médis,
Donc Médis était une entreprise qui était au Sénégal, qui faisait face à des difficultés. L'État a décidé de contribuer à la restructuration de Médis, parce que lorsqu'on parle de création d'entreprises, c'est très bien, mais il faudrait aussi faire en sorte que les entreprises existantes ne meurent pas. Donc, surtout dans certains secteurs. Donc, l'État a décidé de venir contribuer à la restructuration de Médis en utilisant le Fonds 6 comme bras armé. Et donc, Fonds 6 a mené donc, les négociations et toute la transaction pour aboutir à l'entrée au capital de Médis. Aujourd'hui, Médis est fonctionnel. Si vous permettez, nous allons suivre ce reportage de Ramatadem qui a fait un tour à l'instant. Lors de la Covid-19, le président de la République, Macky Sall, avait instruit ses services compétents, notamment le ministère de la Santé, à prendre les dispositions adéquates et dans les plus brefs délais pour diligenter la réouverture de Médis Sénégal. Puisque durant la pandémie, l'accès aux médicaments était difficile partout dans le monde. Et pour réussir le challenge de la réouverture, le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, a aidé et participé à la mise sur pied de ce projet ambitieux qui rendra notre pays plus autonome pour l'accès aux médicaments essentiels. Avec un objectif de pouvoir, avant 2026, dépasser le niveau de production avant la crise qu'a connu Médis, multiplier les chiffres d'affaires par 3 et avoir également un potentiel de multiplier les emplois créés par 3. Et aussi, avec l'appui de l'État, pouvoir en fait en faire un hub de rayonnement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Médis Sénégal a réouvert ses portes officiellement le 3 janvier 2022 et les premiers comprimés fabriqués le 15 mars 2022. Une production de médicaments entamée et qui connaît déjà un succès. En moins de 3 mois, nous avons déjà commencé nos premières livraisons. Voilà. Donc, nous n'avons même pas de quoi satisfaire nos clients. Donc, nous sommes passés à 2 équipes il y a une semaine pour accélérer la cadence. Et nous travaillons de façon ardue par rapport à cela, en mettant à disposition de tout le marché tous les produits de grande nécessité. Aussi bien les produits d'urgence pour les hôpitaux, mais également les produits contre les maladies infectieuses, mais surtout les maladies chroniques qui sont en plein développement pour nos pays, telles que le diabète, l'hypertension, mais également les maladies contre le cancer, etc. Et tout ça en rendant l'accessibilité beaucoup plus facile. Voilà, donc nos prix vont être compétitifs, mais également les produits vont pouvoir être disponibles à tous les niveaux sur le territoire national. Certes, le pari de Médis Sénégal est de pouvoir répondre à la demande nationale et celle de la sous-région, mais le véritable challenge pour cette usine sénégalaise de fabrication de médicaments est de mettre sur le marché des produits fiables et de qualité. Il va y avoir le contrôle tout au long de la production jusqu'à l'arrivée au produit fini. Et bien évidemment, tout ce process est indispensable pour s'assurer que la fabrication se passe conformément à ce qui est décrit dans son dossier de fabrication de ce médicament-là pour finalement aboutir à un produit dont le contrôle définitif dit que c'est conforme. Et c'est là où le produit est libéré pour qu'il puisse être mis en vente pour la commercialisation. Donc quand on dit contrôle tous les intrants, la matière active, les excipients, les étuis, les notices, il faut que tout soit conforme à ce qui est décrit dans le dossier de fabrication. Une large gamme de médicaments est donc disponible pour permettre à la pharmacie nationale d'approvisionnement de fournir les hôpitaux et autres structures sanitaires. À côté du Paluject, il y a Enoxa également, qui est fabriqué ici localement pour... c'est un produit qui est contre la coagulation du sang, donc il est fortement utilisé en cardio, en réanimation, et également en Covid, parce que la Covid, c'est une maladie qui donne une coagulation du sang, donc c'est fortement utilisé. On est en train de participer avec la PNA à résoudre ce problème d'indisponibilité. Nous, en tant que fabricants, notre rôle, c'est de disponibiliser le médicament à la PNA pour qu'elle ne vive pas des ruptures. Également, à côté de ça, il y a une catégorie de produits que nous sommes en train de disponibiliser. Ce sont les produits du bloc opératoire avec lesquels on fait l'anesthésie des malades pour les opérer. Nous, on s'est engagé avec la PNA à ce qu'elle ne vive pas une rupture et on est en train de tout faire. Donc, pour l'injectable, je suis sûr et certain que la gamme, elle va s'élargir. Un partenariat entre Médis Sénégal et la PNA qui a vu le jour suite au décret présidentiel numéro 2021-383
portant dérogation au Code des marchés publics pour les médicaments et produits essentiels de santé acquis par la PNA. Article 1er donc de ce décret, les médicaments et produits essentiels de santé acquis par la pharmacie nationale d'approvisionnement et dont le processus de fabrication est entièrement effectué sur le territoire national ne sont pas soumis aux dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Inch'Allah, avec la bonne volonté de l'État qui est en train de s'intéresser davantage aux fabricants locaux, qui a même créé un décret très important qui a été créé par M. le Président sous ses commandements, bien sûr, d'encourager la PNA à acheter auprès de fabricants locaux. Donc ça, c'est une motivation aux investisseurs sénégalais à entrer dans la fabrication de médicaments du moment que l'État encourage d'acheter ce qu'il fabrique. La finalité de tout ceci est de permettre donc au Sénégal d'arriver à la souveraineté pharmaceutique à l'horizon 2035. Souveraineté pharmaceutique, le rêve est forcément en réalité. Entre la parole, le discours du chef de l'État et le passage à l'acte, vous n'avez pas perdu du temps pour réaliser ça. C'est un motif de satisfaction aujourd'hui quand vous regardez ces images-là. Lorsque nous sommes très satisfaits, plus que satisfaits, et j'en profite pour féliciter les équipes du FONSIS, remercier aussi et féliciter les équipes de l'État avec qui nous avons travaillé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, en charge de l'Industrie, le ministère en charge des Finances, qui sont les partenaires avec qui nous travaillons autour de la restructuration, le support aussi du président de la République qui était très engagé sur ce dossier et qui voulait absolument que ça aboutisse. Et c'est une très grande fierté, mais comme je disais tout à l'heure, l'investissement a des règles. Et si on doit restructurer une entreprise, on ne peut pas faire deux coups. Comme on dit, c'est un pistolet à un seul coup, et il faut nous assurer que nous visons bien. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé avec Médis Tunisie, nous avons travaillé avec tous les acteurs pour structurer quelque chose qui puisse marcher. Comme ça, si l'État injecte 5,5 milliards, qu'on ait les impacts donc, au bout, notamment la souveraineté pharmaceutique, qui est en fait un aspect important et dans la stratégie du FONSIS, notre stratégie 2022-2026, notre ambition, c'est d'être un contributeur aux souverainetés sectorielles, à côté d'être un investisseur à impact positif. Ça veut dire que ce que vous avez fait dans le domaine de la santé ici, vous pouvez le faire dans le domaine du riz, dans d'autres domaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres entreprises revoient le jour à la faveur de votre intervention, comme c'est le cas avec Médis? Parfaitement. Nous sommes sous la tutelle du ministère de l'économie. Et le ministère de l'économie, dans ses réflexions, avait en fait en tête la restructuration des entreprises privées. Et vous avez vu qu'il y a en fait un fonds qui va être mis en place pour la restructuration des entreprises publiques et parapubliques. Donc la restructuration des entreprises de manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement important, à côté de la création de nouvelles entreprises. La restructuration, ça c'est pour garder ce qui est déjà existant et développer ce qui est existant. Mais à côté, il y a un aspect très important de créer de nouvelles entreprises. Et FONSIS, que ce soit dans l'agro-industrie, dans l'eau et l'énergie, dans les infrastructures, nous sommes prêts et nous travaillons avec l'État et avec les entreprises pour arriver à ces souverainetés sectorielles. Et dans les perspectives, d'ici à 2026, je crois, c'est 2024, 2026, c'est un peu ça l'objectif, le plan stratégique? 2026. 2026, parce que d'ici 2026, donc nous allons investir, nous prévoyons d'investir à près de 250 milliards. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à date, le FONSIS a décaissé 20 milliards de francs CFA, donc dans différents secteurs, dont le tiers dans la santé et l'autre tiers, un peu de 40% dans l'eau et l'énergie. Nous avons des engagements à hauteur de 35 milliards. Donc nous avons pour le moment 35 milliards que nous devons investir au 31 décembre 2021 et ces engagements augmentent. D'ici 2026, nous devons investir 250 milliards. Donc 250 milliards, 100 milliards directement par le FONSIS, donc le fonds stratégique, 80 milliards à côté de l'activité fonds de fonds, dont nous n'avons pas beaucoup parlé, parce que la loi nous demande de mettre à disposition des PME 20% de nos ressources. Et nous avons créé un certain nombre de fonds qui ont comme objectif d'investir dans les PME. Nous avons Teranga Capital, dont j'ai parlé, qui a été créé en 2015-2016. Nous avons le fonds PME Agri, que nous voulons porter à 20 millions de dollars. Nous avons le WeFund,
qui est un fonds qui investit sur les projets à impact positif sur les femmes. C'est un fonds de 1 milliard. Dans le cadre des accords avec la BAD, ce fonds va être porté à 20 millions de dollars cette année. Nous avons le fonds de développement de projets, parce que l'un des aspects importants dans nos pays, c'est d'avoir des projets qui ont été étudiés pour attirer les investisseurs. Donc nous avons mis en place une facilité de développement de projets de 1 milliard que nous pourrons porter à 15 millions de dollars avec la coopération donc, de banques de développement. Ils sont déjà prêts donc, à nous accompagner dans ce cadre-là. Et Oyas Capital, c'est du CRR, ça signifie faire germer. Oyas Capital est un fonds à terme de 110 millions d'euros. Actuellement, nous avons déjà clôturé la première levée de 30 millions d'euros. Et nous allons choisir un gestionnaire étranger. On l'a développé avec la coopération allemande et la Banque mondiale. C'est un fonds qui va investir pour la croissance des PME. Donc, développer des champions nationaux, prendre des PME performantes et investir jusqu'à 2 milliards, voire plus, dans ces entreprises-là pour les rendre performantes. Et le fonds Oyas Capital commencera ses investissements en 2022. Vous êtes investisseur, vous n'arrivez pas à concurrencer le secteur privé sur le marché de l'investissement, mais pour l'accès au capital, qu'est-ce qu'aujourd'hui en privé, une tierce personne peut faire pour accéder aux produits du fonds 6? C'est très simple. On pense que vous avez affaire qu'avec la grande entreprise, en fait. En fait, fonds 6 directement travaille avec, disons, sur les grands projets, donc, ou sur des projets moins à grands. Ouais. Mais tous ces instruments que j'ai cités, ce sont des instruments qui sont dédiés, qui s'adressent au privé, au PME. Au PME. Au PME-PMI, le PME Agri investit à partir de 50 millions de francs CFA. 8 fonds investis autour de 200 millions. Donc, nous avons investi dans un certain nombre d'entreprises comme Patria, comme Secas, donc, qui fait la vivrière. Donc, je pense que les CRL le connaissent bien. Absolument. Donc, donc nous avons mis en place ces fonds d'investissement dédiés aux PME. C'est des fonds sectoriels ou des fonds généralistes ou des fonds qui sont des fonds à impact déterminé. Et pour les 250 milliards de 2026, les 70 milliards, c'est le fonds intergénérationnel. Nous estimons que d'ici 2026, le fonds intergénérationnel devrait avoir investi 70 milliards. D'accord. Quand vous analysez tout cela aujourd'hui, si vous agrégez ce que vous êtes en train de faire, les perspectives que vous avez d'investir au Sénégal, de restructurer un certain nombre d'entreprises, quelle est la place que vous revendiquez aujourd'hui dans ce grand projet de société qui serait le PSE? En fait, revendiquer est un terme que je n'utilisais pas. Nous sommes un instrument de l'État. Et un instrument de l'État qui fonctionne comme une taupe. Vous savez, les taupes sont toujours sous terre. Ouais. De l'intelligence économique, finalement. Voilà. Mais en fait, ce que nous voulons, c'est vraiment, comme je l'ai dit, être un acteur de l'investissement à impact positif et un contributeur important aux souverainetés sectorielles. Et ça allait aujourd'hui, avec le recul, 8 ans après? Ça allait sur la santé. Nous avons restructuré Médis. Nous avons investi dans Parenterus. Je signale que durant la Covid, j'ai été heureux. J'ai été touché comme beaucoup de nos compatriotes. Et j'ai été heureux, en étant hospitalisé, d'avoir eu, en fait, les liquides de perfusion de Parenterus qui étaient déjà produits et qui ont été utilisés pour me soigner. Donc ça contribue vraiment à la souveraineté sanitaire. Donc, et nous avons contribué et nous continuons à contribuer donc, à cette souveraineté. Sur le plan de l'agriculture, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu que nous avons identifié. C'est pourquoi l'agrobusiness, dès le début, est un secteur important pour nous. Et nous allons travailler avec le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture, pour pouvoir en fait développer une souveraineté autour de l'agriculture et de l'élevage. Parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Et ça permet peut-être de limiter les dégâts par rapport aux promoteurs privés qui spolient les terres, un peu partout au Sénégal, source de problèmes sociaux. En fait, lorsque nous investissons les impacts ESG, donc la politique ESG... Qu'est-ce qui vous différencie de ces... La gouvernance. La gouvernance que nous apportons. Nous n'apportons pas que l'argent, nous apportons en fait aussi de la gouvernance. Et cette gouvernance permet justement d'avoir le moins d'impact négatif. Ce n'est pas un titre foncier derrière, non? Lorsqu'on travaille en général dans le domaine économique, on n'a pas besoin de titre foncier parce qu'en termes de sûreté, un titre foncier et un bail, ça se vaut. Donc, par contre, avoir un bail, lorsque nous devons aller solliciter les banques, c'est quelque chose d'important. Ça permet en fait à la banque de savoir que
le sol, en fait, le sol sur lequel l'investissement sera fait, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, que ce sol-là est sécurisé en termes de possession. Donc, avoir un titre durable. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, dans nos investissements, la partie impact sur les populations est importante. C'est-à-dire que dans l'environnement, la centrale dont je parlais tout à l'heure, lorsque nous avons investi, nous avons aussi en fait développé un certain nombre d'activités pour les populations, notamment la construction d'une maternité. Et aussi, lorsqu'on parle d'impact sur les populations, on a à peu près, nos centrales, c'est 470 000 tonnes de CO2. Donc ça, c'est des aspects importants. En fait, donc, oui. Et dans le cadre de la construction des centrales, aussi, nous recrutons beaucoup de personnes, donc les centrales solaires, nos différents projets, et nous faisons aussi des études d'impact environnemental pour nous assurer que nous conservons l'environnement. Parce qu'on parle de développement durable. Dans notre mission, la mission du FONSIS, c'est vraiment contribuer à un développement inclusif et durable. La promotion des énergies propres. Exactement, des énergies renouvelables. Mais par contre, il y a ce débat sur le gaz, et pour nous, on a toujours défendu que le gaz est une énergie de transition. FONSIS, nous sommes membres de One Planet Sovereign Wealth Fund, qui est une organisation qui a été mise en place par le président français Macron. Et lors du dernier sommet, et après que le chef de l'État a affirmé au niveau du sommet des Nations Unies le fait que le gaz est une énergie de transition, nous l'avons réaffirmé, et maintenant c'est quelque chose qui a fait son chemin. Si nous voulons développer du renouvelable, il faut que nous puissions développer notre économie pour faire en sorte que le pic de consommation électrique soit dans la journée. Et si le pic de consommation électrique est dans la journée, ça veut dire que nous pouvons rajouter encore de l'énergie renouvelable, notamment solaire. Donc c'est pourquoi le gaz est très important pour la transition énergétique. Et selon vous, quel cadre macroéconomique aujourd'hui le Sénégal offre-t-il à l'investisseur potentiellement qui veut... En fait, au Sénégal, souvent je commence par dire que nous avons les 3 P et le D, qui est le toit. Donc les 3 P, c'est en anglais the place, the people, the peace and democracy. Donc nous avons une géographie unique qui nous place, je ne dirais pas au centre du monde, mais qui nous place à 2 vols de n'importe quel pays dans le monde. Bon, l'Afrique étant une particularité que mon ami Ibrahima Kane, DG de Air Sénégal, va sûrement contribuer à régler. Mais à part ça, donc le Sénégal est accessible. Le Sénégal est aussi un pays de paix stable. Nous avons un pays avec des gens extrêmement accueillants. Ça, c'est important pour quelqu'un qui se déplace dans un pays et qui investit dans un pays. Ensuite, la démocratie. La démocratie permet en sorte que ces choses-là durent, soient durables. Ensuite, l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, dans beaucoup de pays africains, un étranger ne peut pas acquérir de foncier pour faire son projet. Au Sénégal, c'est possible. Nous avons la liberté de rapatriement des dividendes. Donc, il y a un certain nombre de facilités que l'APEX a mis en place avec l'ensemble des administrations et veille à maintenir. Mais en plus de cela, tout investisseur étranger peut avoir un partenaire qui est le fonds souverain, qui peut accompagner le fonds souverain pour l'investissement. Et cet accompagnement du fonds souverain et cette facilité d'investissement, ce n'est pas que pour les étrangers, c'est pour les Sénégalais. Parce que comme on l'a dit tantôt, le développement socio-économique, c'est faire en sorte que la plus grande partie du capital des entreprises soit détenue par le national et que la valeur créée puisse rester. Donc notre rôle, c'est d'accompagner le secteur privé national. Et au Sénégal, nous avons énormément d'opportunités. Un pays dont la population croît de 33%. C'est pas un handicap Non. Au contraire, c'est un avantage. C'est un avantage pour qui sait relever les défis, mais pour celui qui a peur... Capturer les dividendes. Capturer les dividendes démographiques. 33, une population croissante jeune, ça veut dire que nous avons plus de vitalité et nous avons de la créativité. Et nous avons des bras. Si nous voulons cultiver, nous en avons. Si nous voulons être créatifs, nous avons. Si nous voulons faire de la biotech, nous avons des Sénégalais extrêmement compétents dans la biotech. Le supercalculateur qui a été acquis par l'État et qui est à Diamniadio peut servir à lancer une industrie du biotech. Donc, et nous avons des jeunes extrêmement compétents. Et lorsqu'une population croît, ça veut dire que le marché est là. Donc, on n'a plus un risque de marché. Ce que nous avons, c'est un risque d'exécution. Et le risque d'exécution, c'est à l'investisseur de pouvoir faire en sorte de gérer ce risque d'exécution. Et vous aidez les investisseurs justement à pouvoir gérer ce risque d'exécution en les garantissant? Parfaitement.
nous les aidons d'abord à être réalistes, à les aider à dire ce qui peut être fait. Et ensuite, à les amener à asseoir une structure de gouvernance. Parce que la gouvernance est au centre du jeu. Sans gouvernance, quelles que soient les compétences et l'argent qu'on a, on ne fait absolument rien. Et donc, ces deux choses, à côté de l'argent que nous apportons, c'est en fait cette capacité à être réaliste dans ce qu'on peut faire, et ensuite cette capacité à assurer une gouvernance qui permet d'avoir tous les instruments, en fait, de mesure et de savoir où est-ce qu'on est qu'on est en train de bien exécuter, où est-ce qu'on est en train de dériver, et si on dérive, comment on corrige. Que devient le fonds à l'horizon 2035? À l'horizon 2035, pour moi, nous aurons un fonds souverain qui aura contribué très fortement à notre souveraineté sanitaire, notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté dans d'autres secteurs, mais qui aussi aura contribué à développer une industrie du savoir. Une industrie du savoir, mais un fonds souverain aussi qui, à l'horizon 2035, aura déjà investi plusieurs centaines de milliards, qui sera autre chose que ce que nous connaissons autrement, mais il y a quelque chose de certain, et c'est que on ne sait jamais ce qui se passe dans le futur. Ce qui est important, c'est d'avoir la souplesse, d'avoir cette capacité de changer pour nous adapter en fait, aux différents chocs exogènes qui peuvent arriver. Et nous avons vécu des chocs exogènes ces dernières années. Mais ce qui reste constant, c'est la mission. La mission contribuer à un développement inclusif et durable. Et comment nous le faisons? Nous voulons développer l'écosystème du capital investissement pour que les Sénégalais puissent détenir des parts dans les entreprises travaillant dans notre économie, et aussi en développant l'écosystème de l'épargne. Et la location-vente, donc Kajom Capital, par lequel je vais terminer, je passe du Serer au Diola, donc Kajom qui signifie demain, en fait, est un véhicule qui va justement contribuer à ce développement inclusif parce qu'il va faciliter l'accès au logement, mais en même temps, ce sera une plateforme d'investissement pour les Sénégalais. Parce qu'on vise à peu près 500 milliards d'investissements donc, dans le logement social à travers la location-vente. Est-ce que ce message-là du fonds est entré dans le mental populaire des Sénégalais, du privé sénégalais, pour qu'ils viennent prendre les parts qu'il faut dans les entreprises pour que le capital puisse rester au Sénégal? Je pense qu'en fait, nous avons des échanges très importants avec les organisations patronales, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Dakar, avec lesquelles nous sommes dans le marché d'intérêt national, la société d'exploitation du marché d'intérêt national, le CEMIG. Donc, la semaine dernière, j'ai reçu Optique, qui est en fait une organisation patronale sur les nouvelles technologies, pour voir comment nous pouvons travailler ensemble dans le digital, comme disent les jeunes, ou dans le numérique des plus anciens. Et donc, les entreprises privées le savent, certains sont un peu timides, parce que les Sénégalais ont été très longtemps très rétifs à ce qu'un tiers entre dans son capital, et qui plus est une entité qui appartient à l'État. Mais de plus en plus, ils comprennent que nous sommes une entité avec des règles de gouvernance, avec une manière de fonctionner, et que nous pouvons les aider. Et qui plus est, nous développons aussi des produits d'investissement. Tout à l'heure, j'ai parlé de Oyas Capital. Oyas Capital va beaucoup investir en un produit qu'on appelle de manière barbare mezzanine. Ça veut dire que nous allons plus apporter de la dette actionnaire que prendre des parts dans le capital des entreprises. Ça veut dire en langage très simple. En langage très normal. On va entrer dans le capital pour très peu, mais on va apporter de l'argent en donnant de la dette actionnaire. Et la dette actionnaire, ça fait partie des fonds propres. Ça fait partie des fonds, ça fait partie des apports. Si je veux parler un langage populaire, c'est qu'on va amener de l'apport, de l'argent patient à ces entreprises-là en rentrant très peu dans leur capital. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la dette mezzanine. Et ce sera plus acceptable pour les Sénégalais. Par contre, ce qui est important, et nous essayons quand même de sensibiliser les entreprises sénégalaises sur ça, c'est que si nous voulons que nos entreprises perdurent, si nous voulons avoir des champions, il faut que les entreprises sénégalaises aient plusieurs investisseurs. L'entreprise mono-investisseur est une entreprise qui, à terme, la culture de l'ouverture du capital décline. Comme on dit, on se trompe rarement lorsqu'on est plusieurs. Merci beaucoup. Merci. Papa Demba Diallo, directeur général du Fonds 6, c'est le Fonds souverain pour l'investissement prioritaire, c'est cela? Le Fonds souverain d'investissement stratégique. D'investissement stratégique, le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Merci.